Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h37. Demain, au Sénat, il y aura un vote important. Le Sénat va devoir se prononcer sur l'IVG, le droit à l'IVG. Faut-il inscrire le droit, je dis bien le droit à l'IVG, dans la Constitution? Nous verrons quelles seront les décisions des sénateurs. J'ai vu beaucoup de sénateurs changer d'avis sous la pression. J'ai vu des sénateurs dire j'ai changé d'avis sous la pression de ma femme, de ma nièce, de ma belle-fille, etc., etc. Alors pour défendre, pour débattre du droit à l'IVG, serait-il ce droit à l'IVG en danger en France et en Europe? Nous avons deux intervenants avec nous par ordre alphabétique. Eugénie Mériot, qui est politiste, juriste, maîtresse de conférences en droit public à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de La dictature, une antithèse de la démocratie aux éditions Cavalier Plus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et Céline Pic, qui est porte-parole d'Oser le féminisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux. Alors, d'abord, le Sénat va se prononcer demain. Est-il important d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? Eugénie Mériot. Oh, vaste question. Vaste question, mais... Oui. Cela aurait en tout cas une valeur symbolique forte et cela ferait de la France une pionnière en la matière, puisque aucun pays du monde n'a constitutionnalisé en tant que tel le droit à l'IVG. Il y a une tentative au Chili, mais la Constitution finalement n'a pas été adoptée. Et donc, ça permettrait à la France de se positionner clairement en faveur du combat pour le droit à l'IVG comme un droit fondamental, et peut-être de s'engager comme elle l'avait fait avec la peine de mort, même si en la matière elle avait été plutôt retardataire, mais comme elle l'avait fait à la suite du combat de Robert Badinter pour la peine de mort au niveau international. Je vous donne le contexte. Sur la peine de mort, là, on a un protocole de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la peine de mort. On a un protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la peine de mort. Donc ce sont des traités internationaux au niveau européen et au niveau de l'ONU qui favorisent l'abolition dans le monde entier de la peine de mort. Nous n'avons pas du tout ce genre de droit en ce qui concerne l'avortement. Donc l'inscription par la France du droit à l'avortement dans la Constitution pourrait être un premier pas dans une élaboration d'un droit international, peut-être, du recours à l'IVG. Voilà. La France serait pionnière. Céline Pic. Bien sûr, j'incite les sénateurs et les sénatrices demain à voter le texte tel qu'il arrive. Oui. Après moult discussions à l'Assemblée nationale, qu'il l'a voté à 94%. C'est pour moi essentiel, parce que je ne suis pas effectivement d'accord avec Gérard Larcher, président du Sénat, qui disait que le droit à l'avortement n'était pas en danger. Si, le droit à l'avortement est en danger. Il y a aujourd'hui un retour dans bon nombre de pays d'un discours anti-avortement, et l'épisode de CNews d'hier en est la plus flagrante démonstration. Le discours anti-IVG gagne du terrain sur la base d'une désinformation, vraiment de la désinformation scientifique, puisque ce qui s'est passé sur CNews, pour moi, est très révélateur du danger qu'on a aujourd'hui sur l'IVG, puisque je rappellerai que ce qui s'est passé avant-hier, c'est de comparer un avortement à un décès. Et donc, c'est une contre-vérité scientifique. Un avortement n'est pas dans une émission, le fait... parce que certains n'ont peut-être pas vu, ne sont peut-être pas informés. Dans une émission dimanche sur CNews, il y a eu effectivement un récapitulatif du nombre de décès dans le monde. Et première cause de décès, l'avortement. 73 millions, qui est le nombre d'avortements dans le monde. Bien entendu, moi j'ai eu une pensée extrêmement forte, par contre, pour les 47 000 femmes, puisque dans le monde, en fait, il y a 47 000 femmes qui meurent aujourd'hui des suites d'un avortement clandestin. Et donc les femmes avortent quoi qu'il en coûte, même si elles risquent leur vie, et donc il est absolument indispensable d'éviter
ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire à la faveur d'un changement de gouvernement et l'arrivée de Trump, nous avons aujourd'hui eu l'arrêt Roe versus Wade qui est tombé et l'avortement est interdit dans bon nombre d'États américains. Et donc le fait de l'inscrire dans la Constitution, de la liberté d'avorter, me semble absolument essentiel aujourd'hui et en France également. Je rappellerai aussi une dernière chose, le planning familial est régulièrement la cible d'attaques. Un de leurs locaux a été encore vandalisé dans le nord de la France cette semaine. Et donc oui, les anti-IVG sont particulièrement virulents en France. La dictature, vous avez beaucoup travaillé sur les dictatures, Eugénie Mériot. Est-ce que c'est un sujet, le droit à l'IVG, qui nourrit les apprentis dictateurs, ou du moins les idéologies qui conduisent à la dictature ? Alors là, c'est encore une fois une vaste question. Vous avez les régimes communistes qui, historiquement, ont été les premiers à garantir le droit à l'IVG, qui les ont inscrits dans leur constitution. Donc vous avez ce type de régime dictatorial-là qui est plutôt en faveur de l'IVG. En Chine, l'IVG est pratiquée, elle est garantie. On a peut-être parmi les taux les plus élevés d'IVG en Chine. Donc vous avez ce type de dictature et puis celles qui sont davantage ethno-nationalistes ou démocratie illibérale ou ethno-nationaliste qui se dirigent de plus en plus vers une remise en cause de l'IVG si elles l'ont déjà constitutionnalisé, si elles l'ont déjà légalisé. Mais pour revenir en Russie, par exemple, l'avortement est tout à fait légal et pratiqué. Absolument, et c'est un reste du régime soviétique, évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Sur Dobbs, donc Dobbs qui remet en cause Roe v. Wade, l'arrêt de la Cour suprême américaine qui a constitutionnalisé, en tout cas qui a déclaré toutes les lois anti-avortement comme contraires à la Constitution des États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une réaction à l'arrêt Dobbs de 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la configuration américaine, c'est bien le juge de la Cour suprême qui fait et défait la politique publique, puisque c'est le juge de la Cour suprême américaine qui dit en 1973 maintenant l'avortement est illégal, enfin l'interdiction de l'avortement est illégale, et qui en 2022 dit maintenant l'avortement lui-même est illégal. Et d'ailleurs en réaction à ça, il y a des États, par exemple la Californie, le Vermont, qui ont constitutionnalisé dans leur constitution de leurs États fédérés le droit à l'avortement. Mais que se passe-t-il si en France nous faisons la même chose ? Évidemment, ça a une valeur forte symboliquement de constitutionnaliser le droit à l'IVG. Mais dans le même temps, dès lors qu'on constitutionnalise une politique publique, c'est au juge constitutionnel qu'on donne finalement le pouvoir du dernier mot sur l'interprétation de l'exercice de ce droit. Et c'est en cela qu'il y a toujours un risque politique à bien évaluer lorsque l'on parle de constitutionnalisation. Pourquoi ? Parce que demain, ça peut être au juge constitutionnel. Disons que demain nous ayons un gouvernement qui veuille remettre en cause le droit à l'IVG. Il va faire adopter une loi et ensuite ce sera au juge constitutionnel de trancher si oui ou non cette loi est constitutionnelle ou pas. Voilà, et on va se trouver avec un juge constitutionnel qui est de plus en plus dans la politique, avec les conséquences que l'on connaît dans les démocraties libérales. Si j'ai bien compris, on donne de plus. On va en parler là. Je vais être obligé d'observer une petite pause, mais on donne de plus en plus de pouvoir au Conseil constitutionnel. Absolument. Dès lors qu'on constitutionnalise, c'est le pouvoir du dernier mot pour le juge. Attendez, on va revenir là-dessus dans 2 minutes. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, en inscrivant le droit à l'avortement dans la Constitution, on donne plus de pouvoir au Conseil constitutionnel. Non, vous n'êtes pas d'accord, Céline Pic. Je pense qu'au contraire, la Constitution, elle est garante d'un certain nombre de principes fondamentaux. Et ce qui se joue autour de l'accès à l'IVG, c'est la liberté fondamentale des femmes de pouvoir disposer de leur corps et de pouvoir être libres de décider si elles veulent ou pas des enfants. Et sans subir la pression, que ce soit la pression des religions, la pression de l'État, la pression de leurs conjoints. Elles doivent être libres de disposer de leur corps. Et c'est le rôle de la Constitution de garantir ces principes fondamentaux. Ce n'est pas faire de la politique, c'est de dire aux politiques, justement, il y a des lois qui ne pourront pas passer. Et on l'a vu récemment sur la loi immigration. Et
en l'inscrivant dans la Constitution, cela empêcherait justement un gouvernement de passer un certain nombre de lignes rouges et d'attaquer cette liberté fondamentale qui est le droit de disposer de son corps. Et je voulais juste, pour finir, vous lire juste une phrase qui est intéressante du manifeste des 343. Le manifeste des 343, il a été publié il y a plus de 50 ans, en 1971, et elles avaient déjà tout dit. Elles avaient bien dit que derrière ce droit à l'avortement, il y a cette liberté fondamentale. Et je vous dis la phrase: il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps. Elles sont celles qui, de la condition, est unique dans l'histoire. Les êtres humains qui, dans les sociétés modernes, n'ont pas la libre disposition de leur corps. Jusqu'à présent, seuls les esclaves ont connu cette condition. Donc, on est en 1971, l'année prochaine on va fêter les 50 ans du droit à l'avortement. Il est absolument temps qu'on se dote d'un instrument extrêmement fort pour garantir cette liberté fondamentale, ce droit fondamental, et ainsi empêcher des gouvernements de faire de la politique sur le dos des droits des femmes. Eugénie Mériot. Oui, non, c'est un argument tout à fait recevable. Je pointe juste la possibilité, le risque inhérent à la constitutionnalisation de tout droit fondamental, dans la mesure où ce n'est pas un droit fondamental absolu. En tout cas, c'est ce qu'a tranché le Conseil constitutionnel lorsqu'il a dit dans sa décision de 2001 qu'il s'agissait d'une mise en balance entre la sauvegarde de la dignité humaine. Il ne précise pas que c'est celle de l'embryon, mais enfin, c'est ce qu'il dit effectivement, et la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Donc il y a un risque ici qui est déjà présent dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui pourrait ensuite être amplifié si d'aventure demain un gouvernement voulait remettre en cause le droit à l'avortement, et que on l'a vu d'ailleurs sur la loi immigration, du fait qu'il existe un Conseil constitutionnel, la bataille politique se déroule moins dans l'arène du Parlement, moins dans la rue, et plus au niveau du Conseil constitutionnel. Et on voit, du fait de la composition du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence antérieure, dire que le Conseil constitutionnel devient un acteur politique. Qu'il devient un acteur politique, et qu'il n'est pas forcément le plus favorable du monde au droit fondamental des femmes à interrompre leur grossesse, comme on l'a vu dans sa jurisprudence antérieure. Bon, oui, très vite, mais ce que je voudrais qu'on comprenne... on va prendre Frédéric, qui est à Agen. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous pour vos émissions. Merci Frédéric. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce propos ? J'ai une question à vous poser à votre équipe. Voilà, moi je suis un petit paysan du sud-ouest, près d'Agen, le fief de la CR47. Oui. Je voudrais vous dire, moi sur mon exploitation, j'ai régulièrement des individus, notamment des contrôleurs, souvent d'extrême gauche, qui viennent pour nous démonter, vraiment pour nous tuer physiquement, parfois. Pour nous tuer économiquement, ça c'est sûr. Je voudrais savoir, je suis ingénieur, donc j'ai fait beaucoup de génétique dans ma carrière d'étudiant. On nous apprend que lorsque le spermatozoïde a fécondé l'ovule, tout le patrimoine génétique du futur individu, de la future personne, est contenu. Tout le patrimoine génétique est contenu dans la première cellule. Donc, ma question est la suivante. À partir de combien de cellules je n'ai plus le droit, moi, paysan, de tuer quelqu'un ? Mon contrôleur, que j'ai physiquement envie de dégommer parce qu'il est là pour me tuer. Frédéric, le rapport entre le contrôleur et l'embryon me paraît quand même, et la cellule, ça me paraît un peu excessif, non, mon cher Frédéric ? Non, à partir de combien de cellules on n'a plus le droit, le petit gosse devient individu juridiquement à protéger. S'il vous plaît. Céline Pic. C'est la question simple. Voilà, c'est une question simple. Oubliez un peu les contrôleurs. Allez, c'est une question extrêmement simple. On parle d'embryon jusqu'à 10 à 12 semaines, et un embryon n'est pas un être humain. Ensuite, on parle de fœtus, effectivement, et aujourd'hui, le droit à l'avortement, il s'exerce pendant les 14 premières semaines de la grossesse, qui correspond grosso modo aux 3 premiers mois, qui est aussi d'ailleurs le moment où il y a les fausses couches, qui sont des interruptions spontanées de la grossesse, et donc on est sur la base d'un embryon. Et c'est toute la difficulté, il est absolument essentiel de contrecarrer ce discours des anti-IVG qui voudraient nous faire croire que ce sont des êtres humains. Non, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des embryons, c'est-à-dire un amas de cellules qui est en devenir, et c'est au moment de la naissance qu'effectivement on peut parler, légalement parlant, je pense, de décès. Et le propos
qui ont été tenus sur CNews sont particulièrement problématiques parce que justement ils induisent cette confusion. Ils induisent cette confusion entre un être humain qui naît effectivement matérialisé par un acte de naissance au moment de l'accouchement, et puis un embryon qui pendant les 10 premières semaines n'est certainement pas quelque chose qui peut décéder. Et les propos aujourd'hui qui sont tenus ouvertement par les anti-avortements vraiment entretiennent cette confusion de choses qui étaient acquises en fait. Qui étaient acquises. Un embryon n'est pas un être humain. Je voudrais rappeler une chose qui est essentielle. Je veux rappeler une réalité, c'est que l'Esprit de Dieu ne possède pas le corps de la femme. Je dis ça parce que les extrémistes religieux, qu'ils soient musulmans d'ailleurs, catholiques ou autres, ont cette idée dans la tête. Vous voulez ajouter quelque chose, Jenny Mériot ? Sur cette idée de constitutionnalisation, pour en revenir et pour faire le lien avec la question, justement les 14 semaines, c'est le législateur qui a fixé cette durée-là. Est-ce que demain, ce sera le rôle du juge constitutionnel de juger si combien de semaines sont en contradiction ou non avec la garantie qui est posée dans la Constitution. Mais je veux finir en disant que inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement permet de garantir, c'est-à-dire d'inscrire une sorte de clause de non-régression sur le principe du droit à l'avortement. Ensuite, la question qui se pose est celle des modalités de cet exercice et la mesure avec laquelle cette constitutionnalisation aura des répercussions politiques et dans quel sens. On n'est jamais à l'abri de conséquences non anticipées, et c'est ce qu'on peut voir à l'œuvre dans un certain nombre de pays. Je pense qu'au contraire, ça a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement clair. C'est à la loi de définir les modalités d'exercice du droit à l'avortement, les 14 semaines, etc. Et c'est à la Constitution de garantir ce droit. Nous, on voulait défendre un droit à l'avortement. On a déjà fait un pas en arrière. La rédaction qui a été votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la liberté garantie. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, là, 80% des Français sont favorables à la constitutionnalisation de l'IVG. Les 80% des Français et Françaises vont regarder demain le vote du Sénat, et je pense qu'il est absolument indispensable qu'aujourd'hui le Sénat vote le texte en l'état, puisqu'il y a eu déjà des concessions, et qu'enfin on protège ce droit fondamental pour les femmes, enfin. Merci à toutes les deux. Merci à Céline Pic, merci Jenny Mériot. Je rappelle le titre de votre livre, Jenny Mériot, La dictature, une antithèse de la démocratie. C'est aux éditions Cavalier Bleu. Il est 9h58. Dans un instant sur Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Gansman recevront la chanteuse Anne Silla. 9h58. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.